Dans cette vidéo, nous plongeons dans une affaire criminelle terrifiante qui a secoué la Grande-Bretagne. Un double meurtre, commis dans des circonstances d'une brutalité inimaginable, a laissé une communauté sous le choc. Derrière ces crimes se cache une histoire complexe de négligence, de manipulation et de violence. Qui sont les responsables de ces meurtres et qu'est-ce qui a poussé ces individus à commettre l'impensable? Restez avec nous pour découvrir les détails glaçants de toute cette affaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter de l'affaire de Lauren Sorps et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Lauren Sorps. Serving fire department. Name, are you still there? Name, are you still there? Lauren Sorps est venue au monde à Ipswich, dans le comté de Suffolk, en Angleterre, durant l'année 1994. Ses parents, Desmond et Deborah Sorps, avaient formé une petite famille dans cette ville après que Desmond, originaire de Norfolk, ait rencontré et épousé Deborah. Leur installation s'est faite dans le sud d'Ipswich, précisément à Clapgate Lane, où ils ont eu 4 enfants, dont Lauren. Bien que leur quartier présentait un taux de criminalité élevé, un contexte peu favorable à une vie de famille sereine, la famille Sorps semblait plutôt bien s'en sortir malgré l'environnement difficile. En grandissant, Lauren s'est révélée être une enfant énergique et parfois même difficile à gérer. Ses enseignants ont vite recommandé à Desmond et à Deborah de la faire examiner pour d'éventuels troubles comportementaux ou d'apprentissage. Suite à ces avis, Lauren a été diagnostiquée officiellement avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, soit le TDAH, ce qui a mené à la prescription de médicaments pour atténuer son impulsivité. Cette prise en charge a permis à Lauren de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Grâce au traitement, elle a repris confiance en elle et a commencé à envisager l'avenir avec optimisme, espérant que sa vie s'améliorerait. Cependant, peu de temps avant son adolescence, des événements ont bouleversé cette stabilité apparente de manière irréversible. Le mariage de Desmond et Deborah, loin d'être harmonieux, s'était dégradé au fil des ans. Malgré leurs efforts, la relation s'effritait et leur consommation excessive d'alcool rendait la vie de famille particulièrement difficile. En 2006, alors que Lauren n'était âgée que de 12 ans, ses parents ont pris la décision de se séparer, n'ayant alors plus la force de continuer ensemble. Ni Desmond, ni Deborah n'étaient en mesure de s'occuper pleinement de leurs enfants, ce qui avait amené les services sociaux à intervenir. Lauren avait été placée temporairement dans une famille d'accueil. Après un court séjour dans le système, elle est retournée chez sa mère car Deborah a finalement été jugée apte à s'occuper d'elle. Néanmoins, Lauren, plus proche de son père que de sa mère, n'a trouvé aucun réconfort durable dans cette situation et s'est finalement tournée vers lui. Après la séparation, Desmond, quant à lui, avait sombré encore plus davantage dans l'alcoolisme. Son état s'est rapidement dégradé et en moins de 2 ans, il était devenu un alcoolique sévère, incapable de fonctionner sans sa dose quotidienne d'alcool. Il ne prenait plus soin de son hygiène personnelle et avait perdu toute autonomie, rendant ainsi toute idée de s'occuper de Lauren pratiquement impossible. Malgré ce tableau sombre, cette dernière restait proche de son père et souhaitait vivre à ses côtés. L'addiction de Desmond l'avait amené à fréquenter d'autres personnes alcooliques, et il passait la majorité de son temps avec ses communautés de buveurs dans les rues d'Ipswich. Vivant en grande précarité, il n'avait pas d'adresse fixe et dormait souvent dehors, ou parfois dans des abris précaires comme des squats ou des appartements insalubres appartenant à des compagnons de boisson. Contre toute attente, Lauren préférait malgré tout cette vie instable et risquée aux côtés de son père, plutôt que de rester dans le confort relatif de la maison de sa mère. Elle tenait à lui et souhaitait le protéger, mais cette affection l'obligeait également à partager sa vie de sans-abri.
Elle errait donc avec lui, à ses côtés, refusant de rester éloignée. Les services sociaux, de leur côté, ont tenté à plusieurs reprises de l'extraire de cette situation et de la replacer en famille d'accueil, mais Lorraine, complètement obstinée, fuyait régulièrement pour retrouver son père, échappant de plus en plus habilement à leur tentative de la ramener. Au fil des ans, elle avait appris à se dissimuler, à se mouvoir dans les rues, préférant cette existence précaire auprès de Desmond en dépit des dangers et des privations. L'enfance de Lorraine s'est brutalement arrêtée le jour où ses parents ont finalement choisi de se séparer. Dès cet instant, elle a coupé tout lien avec l'école et ses amis, renonçant ainsi à une adolescence normale. Elle s'était vouée entièrement à prendre soin de son père, devenu incapable de se déplacer seule en raison de sa dépendance à l'alcool. D'ailleurs, la quantité impressionnante d'alcool qu'il consommait l'avait affaibli à un point tel qu'il lui était difficile de marcher sans insistance. En 2009, Lorraine, qui n'avait que 15 ans, endossait déjà le rôle de soignante à plein temps pour son père, servant d'appui et de soutien à cet homme brisé. La vie dans la rue n'avait rien d'accueillant, mais pour cette dernière, cette communauté de marginaux, constituée de buveurs invétérés, de toxicomanes et d'errants, était devenue la sienne. Elle y avait trouvé une sorte d'appartenance auprès de ces individus rejetés par la société. Pourtant, ce milieu, empli de violence et de misère, ne pouvait en aucun cas être propice à une jeune fille vulnérable, encore moins à une adolescente en quête de repères. Elle assistait chaque jour aux excès d'alcool, aux drogues, aux vols, ainsi qu'aux bagarres, tout ce que les parents, en règle générale, s'efforcent d'écarter de la vie de leurs enfants. Malgré son intégration dans ce groupe, Desmond restait une cible de choix pour les autres, étant constamment dans un état d'autodestruction. Même parmi les plus démunis, il était régulièrement la proie d'intimidation par d'autres membres de la communauté. Lorraine, quant à elle, était fréquemment entourée d'hommes dangereux et agressifs, mais l'un d'eux se démarquait. Paul Clark, un ancien militaire de 41 ans, également alcoolique et toxicomane. Paul exerçait une certaine autorité dans le groupe et semblait éprouver une réelle sympathie pour Lorraine au point d'intervenir pour la défendre lorsqu'elle était importunée. Ce rôle de protecteur, que Desmond était bien incapable de jouer, avait fait de Paul un repère pour Lorraine. Il était facile de deviner que cette dernière, traumatisée par des abandons répétés et marquée par une exposition précoce à la violence et à la misère, s'est immédiatement accrochée à la première personne qui lui témoignait un semblant de gentillesse. L'attention de Paul avait donc une valeur immense pour cette dernière, d'autant qu'il détenait une forme de respect et de pouvoir au sein de cette communauté. À ses yeux, l'intérêt que lui portait cet homme dur mais attentif faisait toute la différence dans sa vie. Paul Clark, ancien militaire, était très fier de son passé, mais il était également connu pour sa personnalité explosive. Un bénévole, nommé Brian Tobin, qui avait fondé une association caritative pour venir en aide aux alcooliques et aux sans-abri de la région, l'avait rencontré lors de l'année 2008. Dans un entretien pour l'émission Murder Town, Brian se souvient de Paul comme d'un individu imposant et agressif. Il a d'ailleurs déclaré ceci. « Je suis entré en contact avec Paul Clark pour la première fois lors de l'année 2008. On pouvait ressentir son agressivité et percevoir qu'il conservait une aura de leader. D'après ce que je sais de lui, je pense qu'il usait de la peur, de l'intimidation et de la violence pour maintenir son autorité. C'était une personne très dangereuse et je l'avais déjà pressenti en 2008 lors de notre rencontre. » La présence de Paul, bien qu'intimidante pour beaucoup, représentait pour Lorraine un équilibre fragile dans un monde hostile. Parmi les figures marquantes de cette communauté marginalisée, il y avait également Rosalind Hunt, une femme de 41 ans et mère de 2 enfants, dont le caractère attentionné et bienveillant était connu de tous. Surnommée Rosie, elle vivait seule dans un appartement municipal sur Victoria Street à Ipswich après une séparation douloureuse. Son ex-mari, ayant obtenu la garde de leurs enfants, l'avait laissée dans une solitude qu'elle tentait de noyer désespérément avec l'alcool. Devenue alcoolique chronique, Rosie s'était rapidement intégrée au cercle des buveurs de rue d'Ipswich, ce même groupe auquel Lorraine et Desmond appartenaient. Son frère, Adrian, qui gardait des souvenirs tendres de sa petite sœur, avait décrit Rosie comme une enfant joyeuse et espiègle. Il se rappelait d'une époque où elle,
accompagnés de leur autre sœur, abandonnaient souvent l'école pour jouer à aménager des maisons abandonnées avec de vieux meubles. Ces aventures improbables témoignaient de son imagination débordante et de sa capacité à rêver d'un monde meilleur. Passionnée par les animaux, Rosie avait un jour espéré devenir vétérinaire, mais ses absences fréquentes à l'école avaient compromis ses notes, reléguant ce rêve à l'impossible. En outre, elle avait toujours eu du mal à se lier d'amitié avec des enfants de son âge, ce qui l'avait rendue quelque peu solitaire. Sa vie s'est orientée encore plus loin de ses aspirations lorsque, à l'âge de 18 ans, elle s'est retrouvée mariée avec 2 enfants. Si elle a été une mère attentionnée pour son fils, sa relation avec sa fille s'est demeurée complexe, si bien qu'elle a finalement décidé de confier sa fille à sa grand-mère. Cette séparation, bien qu'inévitable, a laissé Rosie profondément affectée. Cet épisode a marqué le début de sa dépendance à l'alcool, une échappatoire qui l'a plongée dans une lente descente vers l'oubli, une lente descente aux enfers. La situation qui s'est encore aggravée a mené au divorce et à un isolement de plus en plus pesant. Bien que cette dernière ait fait partie de la communauté des alcooliques du coin, elle était considérée comme plus chanceuse que les autres, notamment grâce aux prestations sociales qu'elle percevait et à son logement indépendant. Elle continuait de voir son ex-mari, qui se souciait de son bien-être malgré leur séparation. En juillet 2009, lors d'une de ses visites, il a trouvé son appartement envahi par une dizaine de membres de cette communauté de buveurs, dont Lorraine et Desmond. Il a tenté de les faire partir, mais Rosie l'a rassuré, affirmant qu'elle acceptait leur présence et que cela ne la dérangeait pas. Cependant, la réalité était bien différente. Les rares personnes disposant d'un logement et d'une source de revenus étaient rapidement accaparées par ceux qui n'avaient ni toit ni argent. Rosie, en possession d'un appartement de prestation, est alors devenue une cible privilégiée. Sous l'influence de Paul Clark, le leader charismatique du groupe, enfin charismatique, ça dépend pour qui, son appartement s'est transformé en repère pour leurs réunions et beuveries. Paul imposait ses règles avec une autorité incontestée, dirigeant le groupe d'une main de fer. Rosie s'est alors retrouvée contrainte de les nourrir et de leur ouvrir la porte en permanence, tandis que ses finances étaient sous le contrôle de Paul qui dictait chacune de ses dépenses. Lorsque Paul s'exprimait, personne n'osait s'y opposer. Il était clair pour tous que tout se faisait selon sa volonté, sans contestation possible. Ainsi, Rosie, autrefois animée par des rêves de bonheur et de réussite, s'était retrouvée prisonnière d'une vie de dépendance et de soumission, à la merci d'une communauté qui exploitait sa générosité et son appartement pour satisfaire ses propres vices. Paul Clark, leader autoritaire du groupe de buveurs d'Ipswich, exerçait une influence écrasante sur tous ceux qui l'entouraient. Cet homme, autrefois soldat, avait une réputation de dureté et son comportement intimidant ne laissait aucune place à la contestation. Impitoyable et abusif, Paul avait introduit Lorraine à la boisson très jeune, l'encourageant même à délaisser ses médicaments contre le TDAH. Pour Lorraine, tout ce qui était bon pour Paul devenait aussi acceptable pour le reste du groupe. Lorsqu'il donnait un ordre, les autres membres obéissaient sans poser de questions et Desmond, son père, restait spectateur, impuissant et silencieux. Lorraine, alors âgée de 15 ans, se considérait comme la fidèle acolyte de Paul et ressentait une impression d'invincibilité. Elle voyait en lui un soutien, un protecteur, ce qu'elle n'avait plus depuis la séparation de ses parents. Pour la première fois depuis des années, elle éprouvait un sentiment de sécurité et de valorisation, persuadée que Paul prenait soin d'elle comme personne ne l'avait fait auparavant. Dans ce contexte, Rosie semblait être la seule personne du groupe à ne pas être impressionnée par Paul et son autorité. Elle voyait bien que la vie dans les rues d'Ipswich n'était pas un environnement pour une jeune fille comme Lorraine, qui aurait dû fréquenter l'école et se faire des amis de son âge. Avec son instinct maternel, Rosie a pris Lorraine sous son aile, essayant de la protéger du mieux qu'elle le pouvait. Elle lui offrait un refuge, une écoute, une échappatoire à la brutalité de la rue et à l'influence néfaste de Paul. Pour Lorraine, Rosie représentait un havre de paix, une personne à qui elle pouvait se confier et en qui elle avait confiance. Grâce à cette amitié, Lorraine savait qu'elle avait toujours un endroit où aller, où elle pourrait échapper aux membres du groupe ou même aux interventions de la police. Un dimanche après-midi, au début d'août 2009, Rosie savourait un rare moment de calme, seule dans son appartement.
Toutefois, cette tranquillité fut de courte durée car le groupe d'alcooliques mené par Paul a fini par envahir son domicile. Bien que Rosie n'a pas été intimidée directement par Paul, elle savait qu'il valait mieux ne pas le provoquer. Ce jour-là, elle ne se sentait pas d'humeur à boire avec eux, ni à participer aux activités souvent tumultueuses de ce groupe. Pour échapper à ces situations, elle a prétexté vouloir promener son chien, un croisement entre un pitbull et un staff, dans le centre-ville d'Ipswich. Ce chien, au tempérament agressif, n'était pas étranger aux incidents, et cette fois-ci, il a failli blesser un jeune enfant croisé en chemin. Et je préfère le préciser, je ne dis pas que ce chien avait un tempérament agressif de par ses races, loin de là, simplement que c'est un chien qui était mal éduqué. Ce n'est pas les chiens qui sont mauvais, mais simplement les maîtres qui en fait de mauvais chiens. Quoi qu'il en soit, concernant cette fameuse balade et le fait qu'un jeune enfant ait failli être blessé, les versions des témoins oculaires divergeaient. Mais d'après les témoignages les plus probables, Rosie avait tenté de maîtriser le chien, soit en retenant fermement sa laisse, soit en lui donnant un léger coup de pied pour le calmer et éviter qu'il ne morde l'enfant. Comme dans de nombreux groupes de rue, les nouvelles se sont rapidement répandues. Et l'incident est très vite parvenu aux oreilles de Paul. Rosie savait que, dans cette communauté, chaque action avait des répercussions, et elle craignait la colère de Paul. Cette peur l'a dissuadée de retourner dans son appartement, où elle savait que ce dernier et le reste du groupe buvaient encore. Terrifiée, elle a décidé de chercher refuge chez Desmond, qui résidait dans un petit appartement situé à environ 3 km de chez elle. Rosie espérait ainsi échapper à la vengeance de Paul, redoutant de possibles représailles pour avoir discipliné le chien. Lorsque Lorraine a réalisé que Rosie n'était pas revenue à l'appartement, elle a supposé qu'elle avait peut-être trouvé refuge chez son père. Elle s'est donc rendue chez ce dernier pour vérifier et là, elle a rassuré Rosie, lui assurant que Paul n'était pas en colère et qu'il comprenait pourquoi elle avait agi ainsi. Lorraine a employé un ton si persuasif que Rosie a fini par se convaincre que tout allait bien et qu'à présent, elle ne risquait plus rien. L'adolescente lui a même proposé de l'accompagner jusqu'à l'appartement de Paul pour voir par elle-même qu'il n'avait aucun ressentiment. Étant donné que Rosie, qui avait toujours rêvé de devenir vétérinaire, chérissait profondément les animaux, elle a été extrêmement soulagée d'apprendre que Paul n'avait pas mal pris son intervention afin de sauver l'enfant. Dans son esprit, elle était persuadée d'avoir agi correctement pour protéger le petit garçon sans intention de blesser le chien, et le fait que Paul accepte ceci la rassurait énormément. Elle s'était persuadée que la situation s'était amplifiée sans raison, car elle savait au fond d'elle qu'elle n'avait fait de mal ni à l'enfant, ni à l'animal. Soulagée et rassurée par les mots de Lorraine, Rosie a pris la décision de quitter l'appartement de Desmond pour retourner chez elle. Elle croyait que cette histoire était désormais derrière elle et que Paul ne lui en voulait pas. Une semaine s'était écoulée sans que personne ne voie ou n'entende parler de Rosie. Ses voisins, habitués à sa présence quotidienne, s'étaient rapidement inquiétés de cette absence inhabituelle et prolongée. Lorsque le dimanche suivant, le 9 août, est arrivé, l'un d'eux, troublé par le silence, avait décidé d'appeler la police pour qu'elle effectue un contrôle de bien-être chez elle. Les policiers avaient frappé plusieurs fois à sa porte, mais en l'absence de réponse, ils s'étaient résolus à entrer par effraction. À l'intérieur de l'appartement, dans la chambre, ils avaient découvert le corps de Rosie. Elle gisait, sans vie, et son corps portait des marques de violence et de maltraitance qui témoignaient de la brutalité de l'agression subie. La nouvelle de sa mort s'était répandue rapidement, choquant profondément tous ceux qui l'avaient connue et estimée. Rosie, une femme gentille et attentionnée, n'avait pas d'ennemis, et beaucoup se demandaient comment une telle tragédie avait pu lui arriver. Alors que la rumeur de sa mort continuait de circuler, un bruit troublant avait également émergé dans les conversations de la rue. Plusieurs témoins avaient rapporté que Paul Clark et Lauren Sorps se vantaient ouvertement d'avoir tué Rosie. Ils auraient même ri et plaisanté sur les détails de leur acte, ne montrant aucun remords. Cette fois, même les membres de la communauté, habituellement silencieuse par peur des représailles de Paul, s'étaient sentis trop indignés pour rester muets. La douleur et la colère avaient envahi le groupe, et certains ont compris qu'ils ne pouvaient plus tolérer cette violence. Desmond, le père de Lorraine, avait lui-même entendu sa fille et Paul se vanter de la mort de cette dernière. Habituellement passif et immobilisé par son alcoolisme,
Ce dernier avait ressenti une montée soudaine de colère et de courage. Il n'avait pas pu supporter d'écouter de tels propos et, dans un rare élan de lucidité, il avait menacé Paul et Lorraine de les dénoncer à la police. Son entourage, bien que conscient de sa faiblesse physique, savait qu'il ne reculerait pas, même si cela signifiait de livrer sa propre fille aux autorités. Cependant, cet acte de bravoure était arrivé bien trop tard. Lorraine ne le considérait plus comme une figure paternelle, et ce depuis déjà bien longtemps. Elle ne voyait désormais que Paul comme un protecteur et un soutien, et Desmond ne représentait plus rien pour elle. La tentative de ce dernier de prendre enfin la défense de Rosie allait finalement lui coûter la vie. Dans la nuit qui avait suivi cette altercation, l'homme s'était retrouvé seul dans l'appartement où il résidait temporairement. Aux premières heures du lundi 10 août, le propriétaire des lieux était entré pour découvrir son corps sans vie étendu sur le canapé. Immédiatement, il avait alerté les secours, mais il était déjà trop tard pour le sauver. Les ambulanciers, arrivés rapidement sur les lieux, avaient constaté la mort de Desmond. Les policiers qui avaient eux aussi été appelés avaient remarqué des traces de sang autour de sa bouche ainsi que d'autres signes de violence. Toutefois, en raison de son alcoolisme, la possibilité d'une mort due à l'intoxication alcoolique n'avait pas été écartée d'emblée. Cependant, les enquêteurs avaient fait le lien entre sa mort et celle de Rosie, survenue peu de temps auparavant. Grâce aux nombreux informateurs de la police, ils avaient rapidement appris ce qui se disait dans les rues. Il était de notoriété publique que Paul et Lorraine se vantaient ouvertement d'avoir tué Rosie et qu'ils avaient également assassiné Desmond lorsqu'il avait menacé de les dénoncer. Déterminés à résoudre cette série de crimes, les enquêteurs n'avaient pas perdu de temps. Quelques heures après la découverte du corps de l'homme, la police avait retrouvé Paul Clark et l'avait arrêté, le conduisant immédiatement au poste de police d'Ipswich. Lorraine avait ensuite été localisée chez sa mère, elle a été placée en état d'arrestation et mise en garde à vue. Le déroulement de l'enquête a révélé une situation profondément troublante. La violence et la manipulation exercées par Paul sur la jeune Lorraine l'avaient plongé dans une spirale de violence qui l'avait mené à commettre des actes irréparables. L'arrestation de Paul et de Lorraine a marqué la fin d'un chapitre tragique qui a laissé la communauté meurtrie et bouleversée. Beaucoup, alors, se sont demandé comment la vie de personnes comme Rosie et Desmond, autrefois calmes et ordinaires, avait pu basculer dans un cauchemar aussi sombre et brutal. Lorraine avait nié toute implication dans la mort de son père. Malgré ça, son attitude durant l'interrogatoire avait plus que surpris les enquêteurs. Elle riait fréquemment et il était évident pour la police qu'elle ne mesurait clairement pas la gravité de la situation. Mais au fur et à mesure de l'interrogatoire, Lorraine avait fini par laisser échapper une phrase qui allait peser lourdement contre elle. « Tu trouveras mon empreinte sur mon père. » Et effectivement, la police a retrouvé une marque de chaussure imprimée sur le front de Desmond, une empreinte parfaitement correspondant à celle des chaussures de Lorraine. De plus, les blessures internes de l'homme, notamment des traces de morsures sur l'intérieur de ses lèvres, correspondaient à une pression externe exercée de manière brutale. Le corps portait des traces de coups de poing et de coups de pied, signe d'une violente agression. Lorraine, âgée de 15 ans, qui s'était vantée d'avoir tué Rosie, ne pouvait-elle pas être aussi capable d'avoir brutalement assassiné son propre père ? C'était difficile à croire, car elle avait renoncé à une vie plus confortable chez sa mère pour s'occuper de lui. Les agents de la scène de crime avaient ensuite fouillé minutieusement l'appartement de la victime, et dans leurs recherches, ils avaient découvert un oreiller taché de sang, et les analyses ADN avaient confirmé que ce sang appartenait à Desmond. Non seulement il avait été violemment battu et piétiné, mais il avait également été étouffé avec l'oreiller. Pendant que les analyses médico-légales progressaient, les résultats de l'autopsie de Rosie ont également été révélés. Le rapport du coroner et les preuves rassemblées par la police avaient confirmé que Rosie avait subi des tortures répétées pendant plusieurs jours. La cause officielle de son décès avait été établie comme étant un traumatisme de force contondante et le rapport soulignait la brutalité de l'agression. Tout ce qu'elle avait fait pour Lorraine n'avait finalement rien signifié pour elle. En continuant leur enquête, les détectives avaient patiemment reconstitué les événements et créé une chronologie des faits menant au décès des deux victimes. Il était devenu évident que Rosie avait eu raison de craindre Paul après l'incident impliquant son chien. Paul,
furieux de la manière dont Rosie avait maîtrisé son animal, n'avait pas toléré ce qu'il considérait comme une offense. Persuadé qu'elle ne méritait pas de s'en sortir ainsi, il avait manigancé pour l'attirer dans un piège. Ce dernier avait donc envoyé Lorraine chez Desmond, où Rosie s'était réfugiée, avec pour mission de la rassurer et de l'attirer à nouveau vers lui. Convaincue par Lorraine, Rosie avait fini par croire que Paul ne lui en voulait pas. L'adolescente, devenue finalement comme une fille pour elle, semblait sincère et Rosie n'avait aucune raison de douter de ses paroles. Toutefois, Lorraine avait abusé de la confiance de cette dernière pour l'éloigner de la sécurité de l'appartement de Desmond et la ramener droit dans les griffes de Paul, comme un agneau finalement conduit à l'abattoir. Tous deux avaient ensuite retenu Rosie contre son gré dans l'appartement de Paul, où celui-ci a déchaîné toute sa rage sur elle. Lorraine, loin d'être une simple spectatrice, a même pris du plaisir à infliger de la souffrance à celle qu'il avait tant de fois protégée. La torture que Rosie a endurée avait littéralement été effroyable. Paul et Lorraine lui avaient infligé des sévices physiques cruels. Ils lui ont entaillé le côté gauche de son visage avec une râpe à fromage, puis avaient appliqué du sel sur ses plaies ouvertes. Elle a été frappée, giflée et rouée de coups de poing, la plupart de ses blessures se concentrant sur son torse. Paul a accentué encore plus sa brutalité en utilisant une chaîne de chien pour la frapper à maintes reprises. À la fin de son calvaire, Rosie avait 9 côtes cassées, un os hyoïde fracturé, de multiples marques d'étranglement et même ses cheveux avaient été brûlés. Des témoins ont rapporté à la police qu'ils avaient entendu Paul et Lorraine se vanter également de la torture psychologique infligée à Rosie. Ils l'avaient menacée avec un ventilateur dont la protection avait été retirée, maintenant alors les lames en rotation à quelques centimètres de son visage. Rosie a aussi été forcée de s'enfermer dans une valise qui a été zippée, la maintenant prisonnière pendant un laps de temps que les médecins légistes n'ont malheureusement pas pu précisément identifier. Le mardi suivant, soit 2 jours après que Rosie ait été pratiquement kidnappée, Paul et Lorraine l'ont ramenée chez elle, continuant leur sévice là-bas, bien qu'ils auraient largement pu s'arrêter là. Son voisin, alerté par les bruits, avait appelé la police. Ce fut d'ailleurs ce même voisin qui avait appelé lorsque le corps de Rosie a été découvert. La police est arrivée et a frappé à la porte, mais en l'absence de réponse, les agents étaient repartis. Ce voisin, qui avait vraiment essayé de protéger Rosie, a finalement dû se résigner, impuissant face à la situation. Les coroner ont estimé que Rosie était probablement encore vivante lorsque les officiers avaient frappé à sa porte ce mardi après-midi. Toutefois, en raison de ses blessures graves et de ses mutilations, il est fort probable qu'elle n'ait pas été en état de bouger ou de demander de l'aide. L'angoisse qu'il a dû ressentir en tentant désespérément de faire du bruit pour attirer l'attention des policiers, uniquement pour les entendre s'éloigner et voir sa chance de secours s'envoler, devait être insoutenable. Des mesures disciplinaires ont été prises contre les officiers qui avaient frappé à la porte et étaient partis sans insister davantage. Pourtant, ce cas a soulevé un certain conflit moral. Dans bien des affaires, l'incompétence policière a suscité l'indignation. Néanmoins, dans cette situation, le contexte semblait différent. Rosie n'était pas portée disparue depuis longtemps. C'était une adulte connue pour son alcoolisme et la police ne peut pas forcer les portes à sa guise. C'est seulement lorsqu'ils ont effectué le contrôle de bien-être, une semaine plus tard, qu'ils ont pénétré de force dans l'appartement. Pourtant, une question douloureuse persiste. S'ils avaient insisté ce jour-là, auraient-ils pu sauver Rosie ? À un moment donné, Lorraine et Paul ont quitté l'appartement de cette dernière, mais dès leur retour, ils lui ont forcé des somnifères dans la gorge. Leur plan tordu consistait à faire passer la mort de Rosie pour un suicide. Il est absurde de croire qu'une personne ayant subi une telle violence aurait ensuite fait une overdose de son plein gré. Leur idée était si dénuée de logique qu'il était impossible de croire qu'un tel scénario pourrait être pris au sérieux. Heureusement, l'autopsie de Desmond a révélé qu'il n'avait pas subi la torture prolongée infligée à Rosie. Malgré tout, sa mort n'a pas été rapide non plus. Comme l'ont montré les résultats, il avait reçu des coups de pied, des coups de poing et avait finalement été étouffé. Étant donné sa condition physique déjà fragile, Desmond n'aurait clairement pas eu la force de résister à ses agresseurs, ce qui montre
Clairement que la brutalité qu'il a subie n'était motivée que par le plaisir sadique de Lorraine et de Paul. Bien que ce dernier n'ait pas été un père exemplaire, il était tout de même son père, et il est déchirant de constater la cruauté qu'il a endurée, notamment de la part des mains de sa fille. Paul et Lorraine ont tous deux été accusés de 2 chefs d'accusation de meurtre, un pour la mort de Rosalind Hunt et un autre pour celle de Desmond Sorps. Les enquêteurs ont alors sollicité l'aide de travailleurs sociaux afin de mieux comprendre la nature de la relation entre Paul et Lorraine. Ils se demandaient, et à juste titre, s'il y avait eu des rapports sexuels entre eux. Si tel avait été le cas, Paul aurait dû faire face à une série d'accusations supplémentaires étant donné que Lorraine était encore mineure. Cependant, les deux ont nié toute relation physique et, en l'absence de preuves tangibles, aucune accusation n'a été retenue. Le procès a attiré l'attention de toute la nation lorsqu'il a débuté en juillet 2010. Paul et Lorraine ont tous deux plaidé non coupables des accusations de meurtre. Malheureusement, les preuves médico-légales les reliant aux scènes de crime n'étaient pas concluantes. Leur ADN était présent dans l'appartement de Rosie et de Desmond, mais ça, c'était en raison de leur présence régulière, et ça ne suffisait pas à établir leur culpabilité de manière directe. L'accusation a donc dû s'appuyer sur des témoignages pour bâtir son dossier. Tout au long du procès qui a duré 7 semaines, le jury a dû faire face à des témoignages provenant de toxicomanes, d'alcooliques et de personnes souffrant de troubles de la personnalité, ce qui a évidemment rendu l'affaire particulièrement difficile à prouver. La défense, comme prévu, a mis en doute la fiabilité de tous ces témoins, tentant de miner leur crédibilité auprès du jury. Durant le procès, Lorraine a continué de rire et de sourire, jetant souvent des regards autour de la salle d'audience et éclatant de rire. En raison de son TDAH, le juge avait accordé de nombreuses pauses, mais cela n'a fait qu'interrompre le déroulement de l'audience, créant une atmosphère décousue et manquant de cohésion. Toutefois, à mesure que les détails horribles des agressions et des meurtres des 2 victimes étaient présentés, l'intensité de la violence décrite a profondément choqué tous les participants du procès. Lorraine a choisi de son côté de ne pas témoigner lors de ce procès et a catégoriquement nié avoir été présente lors des meurtres de Rosie et de son père. Néanmoins, un témoin a révélé avoir entendu Lorraine et Paul crier à Rosie, lui lançant les mots glaçants « Nous allons te tuer, nous allons te tuer ». Ces mots ont résonné comme un écho sinistre tout au long du procès, soulignant la brutalité de leurs actions et leur totale indifférence à la souffrance qu'ils infligeaient. La défense a tenté de présenter Rosie comme une agresseuse de chiens, mais elle n'a pas pu fournir de preuves crédibles concernant un prétendu coup de pied donné au chien de Paul. Au contraire, plusieurs témoins ont même attesté de l'amour bien connu de Rosie pour les animaux, ce qui a invalidé cet argument de la défense. L'accusation, dirigée par Patricia Lynch QC, a développé une théorie solide en se basant sur des rapports psychologiques. Ils ont soutenu que Rosie envisageait de signaler ses inquiétudes concernant Lorraine aux services sociaux. Craignant la perte de son amitié avec Paul, Lorraine aurait été poussée à participer au meurtre de Rosie pour éviter que cela n'arrive. Cette théorie a permis à l'accusation de dessiner un portrait plus nuancé des motivations de Lorraine, révélant la profondeur de ses craintes et de ses manipulations. L'accusation a également présenté des preuves montrant qu'un agent de police s'était rendu à l'adresse de Rosie le 17 juin 2009, soit environ 6 semaines avant le meurtre pour chercher Lorraine. Paul était furieux, dans une rage folle, de savoir que la police était au courant du fait que Lorraine avait séjourné chez Rosie et lui reprochait d'avoir informé les services sociaux de son lieu de résidence. Après l'intervention policière, Lorraine avait été récupérée par ses parents, mais elle avait réussi à s'échapper quelques jours plus tard. Quant à Desmond, Lorraine et Paul ont tous deux affirmé qu'il n'était qu'un ivrogne et qu'il s'était très probablement étouffé avec son propre vomi pendant son sommeil. Cependant, la défense n'a pas pu contester les preuves médicales qui indiquaient clairement qu'il avait été battu et étouffé, montrant que la cause de sa mort n'était en aucun cas accidentelle ou due à l'alcool. Tout au long du procès, Paul n'a montré aucun remords et a fermement nié avoir tué qui que ce soit. Il a constamment essayé de rejeter la faute sur Lorraine, mais son récit n'a convaincu personne. L'accusation a soutenu que cette dernière
n'avaient pas été victimes de manipulation ou d'intimidation de la part de Paul et que, au contraire, ils étaient tous deux des participants volontaires au meurtre. Ils ont souligné que leur complicité dans les meurtres n'était en aucun cas forcée, mais plutôt motivée par des désirs personnels et une soif de pouvoir et de contrôle. La défense, quant à elle, a mis en avant les circonstances atténuantes du TDAH de Lorraine. Ils ont expliqué que ses symptômes avaient été contrôlés par des médicaments, mais qu'après avoir arrêté son traitement, elle avait de nouveau souffert d'irritabilité, d'une attention plus que réduite et d'un jugement altéré. Cette défense a été présentée pour essayer d'expliquer son comportement tout au long du procès, bien que cela n'ait pas suffi à disculper Lorraine de sa pleine responsabilité. Après plus de 17 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Paul et Lorraine ont été reconnus coupables des meurtres de Rosie Hunt et de Desmond Sorps. À seulement 16 ans, Lorraine est devenue la plus jeune femme double meurtrière de l'histoire de la Grande-Bretagne. Elle a alors été condamnée à la réclusion à perpétuité, avec une période de sûreté de 14 ans minimum avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Paul, quant à lui, a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec une période de 27 ans avant de pouvoir demander sa libération. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorraine a fait appel de sa condamnation, arguant que sa situation en prison était trop dangereuse pour elle, mais son appel a été rejeté. Dans un retournement surprenant, Paul, qui avait jusque-là fait preuve d'une grande ténacité, a pris une décision tragique. Incapable de supporter la vie en détention, il s'est pendu dans sa cellule le 1er septembre 2014, après avoir purgé seulement 4 ans de sa peine de prison. Lorraine, quant à elle, est devenue admissible à la libération conditionnelle en août 2023, mais bien que son cas ait été examiné, sa demande a été refusée en octobre 2023. Elle a alors demandé à être transférée dans une prison ouverte, mais cette demande a également été rejetée. Sa prochaine chance de demander sa libération conditionnelle sera alors en 2025. Cette situation soulève des questions profondes sur la nature de Lorraine et de son avenir. Est-elle vraiment un danger pour la société, ou n'était-elle qu'une jeune fille malchanceuse à qui la vie n'a donné que des mauvaises cartes? Au lieu d'être entourée d'amour et de conseils, elle a été exposée à des abus, à de l'alcool et à une vie de délinquance. Cette réflexion sur ses actes et son passé est poignante et complexe, et elle soulève des questions importantes sur la responsabilité, l'environnement et l'impact de l'éducation sur le comportement humain. Le cas de Lorraine met en lumière la lutte entre la compréhension des influences qui l'ont façonnée, comme la négligence, les abus et la pression des pairs, ainsi que les terribles conséquences de ses actions. Bien que ses antécédents familiaux et sociaux puissent susciter de la sympathie chez certains, il est malgré tout difficile de justifier la violence et la perte de 2 vies humaines. Il nous pousse à confronter la réalité des échecs systémiques tout en soulignant l'importance de la responsabilité individuelle. Cela nous interroge également sur la possibilité de réadaptation pour quelqu'un ayant commis des actes aussi graves. Peut-elle être réintégrée dans la société sans représenter un danger pour les autres? Il est difficile de trouver un équilibre entre la compassion pour ces circonstances et la nécessité de protéger la communauté. En fin de compte, il n'y a pas de gagnant dans cette situation. La tragédie de ce double meurtre, la violence qui l'a entouré et les questions morales qui en découlent laissent un goût amer de doute et de réflexion sur la justice ainsi que la rédemption. Cette affaire tragique nous force à nous confronter à des questions profondes sur la nature humaine, la responsabilité et les conséquences de l'environnement dans lequel une personne grandit. Bien que le système judiciaire ait rendu son verdict, le mystère autour des motivations et de la psychologie des coupables demeure encore aujourd'hui. Au final, cette histoire nous rappelle que derrière chaque crime se cachent des facteurs complexes et que la quête de la justice est toujours un chemin semé d'embûches. Évidemment, avant de nous quitter, je vais vous poser la question. Pensez-vous que cette jeune femme peut être un jour réhabilitée et qu'il est juste de la laisser sortir de prison après avoir commis des actes aussi atroces, tout en prenant en compte sa situation de départ, l'alcoolisme et la vie de misère qu'elle vivait à cette époque? Personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est rare, hein. C'est rare, mais pour le coup, je n'ai pas vraiment d'avis concernant cette affaire, puisque, en fait, elle a eu une vie tellement compliquée, finalement, de ces dernières années avant d'être en prison. Elle n'a connu que la rue, l'alcoolisme, la violence. Elle n'a côtoyé que des personnes de ce train de vie-là. En plus de ça, elle a fini en prison, donc elle a côtoyé énormément de criminels.
Elle a été en prison quand même pendant de longues années. Elle a tué 2 personnes, dont son propre père. Bon, est-ce qu'il est vraiment judicieux de la laisser sortir de prison? Je ne sais pas. Alors oui, la réhabilitation, tout ça, la seconde chance, je suis d'accord. C'est ce qui fait que j'aurais tendance à dire oui, on pourrait, pourquoi pas, la laisser sortir de prison. Mais d'un côté, bah faut quand même se rappeler d'où elle vient. Et personnellement, en tout cas, moi, je ne me sentirais pas en sécurité si jamais c'était ma voisine. Mais bon, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et vos avis concernant le cas de Lauren Sorps. Et sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.